Alors, bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue à notre troisième rencontre des cycles des webinaires dans le cadre de la composante 2 du projet Alliance SHS Afrique. Et pour ceux qui assistent pour la première fois au webinaire, alors le projet Alliance SHS Afrique, c'est un projet qui vise à renforcer les compétences des instituts de santé africains dans la prise en compte des dimensions socio-culturelles des épidémies et de mettre à disposition des jeunes chercheurs, des chercheurs en santé, en sciences humaines et sociales, des outils d'investigation adaptés à la recherche en contexte épidémique. Et donc, il associe des partenaires des partenaires appartenant au réseau Pasteur Network, notamment l'Institut Pasteur de Madagascar, l'Institut Pasteur Paris, l'Institut Pasteur de Tunis, le Centre de recherche médicale et sanitaire, le CRMES, au Niger, et l'Institut Pasteur de Dakar et le Centre régional de recherche de formation, CRCF. Concernant la composante 2, donc, elle consiste à travers la mise à disposition d'une série de webinaires axés sur différents thèmes concernant la recherche en sciences humaines et sociales. Et donc, ces séries de webinaires visent à guider les chercheurs dans les différentes étapes de la démarche scientifique. Et chaque session fournira une présentation théorique des enjeux, des outils, suivie par une présentation de cas concrets et partage d'expériences. Et lors de ce troisième webinaire, donc nos deux intervenantes apporteront des éclairages théoriques, mais aussi pratiques, sur la phase exploratoire et contextualisation pour la mise en place de la stratégie de recherche. Et l'intervention d'aujourd'hui, elle est intitulée Phase exploratoire et analyse de contexte dans une étude qualitative, comment formuler la problématique de recherche. Nous sommes ravis de recevoir nos deux intervenantes, Dr Koudiasso et Delphine Bousseau. Dr Koudiasso est médecin, titulaire d'un doctorat en anthropologie de santé et d'un DU de santé publique. Elle est également chercheure au CRCF. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle mène et dirige des recherches sur les aspects sociaux, culturels, sanitaires liés à l'infection du VIH, la santé reproductive, la protection sociale, les épidémies émergentes, Ebola, COVID-19. Et actuellement, elle coordonne au CRCF plusieurs projets de recherche sur la vulnérabilité des populations clés au VIH, les effets sociaux du COVID-19 et la préparation des épidémies. Delphine Bousseau, elle est titulaire d'un Master 2 en santé. Son travail porte sur les questions liées au COVID-19. Depuis un an et demi, elle a intégré le CRCF où elle travaille sur des thématiques liées au VIH et à la vaccination. Lors de ce webinaire, nos deux intervenantes vont nous parler d'une étape primordiale dans la construction de la démarche scientifique d'une recherche, qui est la phase exploratoire. Donc, elles vont nous montrer quelles sont ces méthodes, ces objectifs. Elles présenteront également l'importance de la contextualisation lors d'une recherche. Ensuite, elles vont nous expliquer les étapes de la construction d'une problématique. Et enfin, elles présenteront la mise en relation de ces trois éléments. Pour finir, elles vont nous présenter un cas pratique. Et donc, sans tarder, je souhaite encore la bienvenue à tout le monde et à nos deux intervenantes et je leur cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Anan. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de nous avoir invités à partager notre expérience sur cette partie très importante de la recherche. Nous sommes ici au Sénégal, au CRCF, où je dirige l'équipe en sciences sociales. Et nous sommes dans une équipe qui travaille, qui a une expérience depuis plus de vingtaine d'années sur les aspects qualitatifs des recherches, notamment tout ce qui est sciences sociales et santé, et dans laquelle nous travaillons avec nos différents collègues de l'IRD,
mais également d'autres pays. Et nous avons mené toutes ces recherches-là dans des équipes multidisciplinaires et notamment sur les questions de VIH. Et nous pensons que dans ces études qualitatives qui sont parties globalement de projets de recherche multidisciplinaires, la question de comment les sciences sociales vont pouvoir travailler en intelligence avec les autres disciplines, elle est importante. Et ici, il s'agit de partager avec vous l'expérience à la fois théorique, mais également pratique de comment on formule une question de recherche qui est essentiel, qui est un moment essentiel dans le cadre d'une équipe. Donc, je vais partager je vais avancer sur cette question-là et partager avec Mariata Delphine Bousso qui va faire une partie et nous allons co-animer cette session en attendant vos questions. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, vraiment, la question fondamentale, c'est vraiment de rappeler que la problématique est le cœur de toute recherche. Elle en est la clé de la voûte. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est aussi un moment très difficile hein, parce qu'on sait que quand on fait une recherche, quelle est la question qu'on va se poser? Pourquoi on fait cette recherche-là? Et c'est vraiment la clé de voûte du système. Et on dit qu'une problématique, quand on n'arrive pas à bien la poser, on sait que la recherche elle-même va avoir des difficultés. Donc, voilà un peu quelques éléments. Donc, je donne la parole à Delphine. Bonjour à tous, merci beaucoup à Dr. Khoudia pour la parole donnée, mais aussi aux organisateurs de nous avoir fait confiance pour co-animer le troisième webinaire qui s'inscrit dans le cadre du MOOC de la composante 3 du projet Alliance SHS. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui d'être là pour vous présenter, pour présenter le travail qu'on a fait avec Dr. Khoudia. Donc, comme elle a eu à l'expliquer à l'entame de ses propos, ce webinaire, on a jugé important de travailler sur ça parce que la problématique montrait l'importance de la problématique dans la recherche en sciences sociales qui est le cœur de la démarche. Le premier webinaire et le deuxième webinaire, on a vu avec d'autres membres du projet qui nous ont parlé du revue de la littérature, de la fiche, etc. Et nous, aujourd'hui, on vient vous parler de l'importance de la problématique qui est le fil conducteur de la recherche. Pourquoi? Parce qu'elle permet de mettre les fondements de toute recherche, mais aussi elle oriente l'ensemble des processus de recherche. Et enfin, la problématique nous permet de déterminer la pertinence et la cohérence de la recherche. Les objectifs de ce webinaire, ce sera qu'à la fin de ce webinaire, on doit tous sortir d'ici en maîtrisant le processus de formulation d'une problématique à travers sa pertinence, mais aussi l'opérationnalisation, comprendre le rôle central de la problématique dans la recherche, maîtriser les étapes de sa construction et éviter des erreurs. Et ça, on va le faire à travers des cas pratiques que nous allons présenter. Donc, on ne saurait commencer cette présentation sans au préalable présenter le processus de recherche qualitative en elle-même, les étapes de la recherche en sciences sociales. Et on ne peut pas faire de la recherche qualitative ou bien même en sciences sociales sans pour autant avoir lu ce célèbre manuel de recherche en sciences sociales de Luc van Kampenun et de Raymond Kivy. Donc, c'est des étapes préalables que tout chercheur doit connaître et on ne saurait faire de la recherche sans pour autant passer par ces 7 étapes de la recherche. Donc, le premier webinaire a eu à déjà faire la question de départ où on a encore fait les fiches de lecture, etc. Nous, on se positionne
vise à expliquer l'exploration à travers les lectures, les entretiens exploratoires, et à partir de ce bagage-là, comment on va arriver à la troisième étape qui consiste à construire une problématique de recherche en passant forcément par la construction d'un modèle d'analyse et ainsi de suite passer à l'observation avant d'aller sur le terrain où la suite du travail, ce sera l'analyse et les conclusions. Donc, on ne peut pas parler de problématique de recherche sans pour autant parler d'une question de départ. La question de départ n'est rien d'autre qu'un point de départ de la recherche qui vise à formuler de manière initiale l'intérêt du chercheur. C'est comme on dirait en philosophie, tout commence par l'étonnement, tout commence par un questionnement. Donc, cette question quand même doit s'inscrire dans un cadre où il y a des caractères à respecter. La question, elle doit être claire, elle doit être faisable, elle doit être pertinente. Et on va donner l'exemple tout au long de cette présentation du travail que nous, à Dakar, on fait sur la vaccination, sur les effets de la COVID sur la vaccination de routine. Et vous avez cet exemple à côté. On ne saurait aussi construire tout ce travail sans, au préalable, se poser 4 questions majeures qui sont fondamentales en sciences sociales. La question de qui définit finalement la population, qui nous permet de voir quels sont les acteurs qui sont concernés. La question de quoi, qui nous permet d'identifier le phénomène ou bien même le concept central de l'étude, quel est le phénomène social qu'on a observé et qu'on juge important de développer. La question de comment on va s'y prendre, comment on explore les processus, les mécanismes, les dynamiques, comment ce phénomène finalement se manifeste sur le terrain, et la question de pourquoi, qui va rechercher les causes, les motivations et les explications, qui vont nous ranger dans la sociologie compréhensive et explicative. Pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, la problématique de recherche, il y a plusieurs définitions de la problématique de recherche, mais on a choisi dans ces définitions celle qui nous semble la plus adaptée. Finalement, la problématique de recherche n'est rien d'autre qu'un ensemble structuré de questions et d'hypothèses qui oriente la recherche en articulant de façon cohérente les dimensions théoriques et empiriques d'un phénomène social étudié. Elle constitue ainsi le cadre conceptuel et analytique à travers lequel le chercheur finalement aborde son objet d'étude en le situant dans un contexte social, historique et des théories plus larges. Tout ceci nous permet de dire finalement une bonne problématique permet aux chercheurs d'identifier et délimiter un phénomène social spécifique à étudier, lui permet de poser des questions pertinentes en s'appuyant sur des théories et des concepts qui existent et qu'elle va retrouver dans la revue de la littérature, la formulation des hypothèses préliminaires qui vont au fil de la recherche soit s'infirmer ou s'affirmer sur le terrain. Il situe aussi l'objet de recherche dans un contexte plus large des débats théoriques, parce que c'est à travers la revue de la littérature qu'il pourra retrouver des concepts de base. Mais aussi, la problématique permet de justifier la pertinence ou non, que ce soit sociale ou scientifique, de la recherche que l'on propose, qui crée finalement son originalité. Et enfin, permet aux chercheurs de fournir un cadre pour l'interprétation de ces résultats à la suite. Maintenant, comment construire une problématique de recherche? Il y a des étapes préalables à respecter. La délimitation du champ de recherche. Quand on commence une recherche, il y a beaucoup de bulles qui nous viennent à l'esprit. On est là, on tâtonne, disons. Et maintenant, cette étape nous permet finalement de restreindre et de catégoriser en disant finalement qu'est-ce qui est le plus important à prendre et quelle direction je vais prendre. Donc, dans cette phase de délimitation de champ, il y a un travail préalable à travers la littérature qui nous permettra finalement d'identifier ou bien de circonscrire notre sujet dans des concepts clés. Et nous allons revenir sur ça avec les concepts que nous, on a utilisés dans le cadre de notre travail sur la vaccination. Il y a aussi travail d'exploration entre les résultats, entre les relations entre ces concepts, ce qui nous amène à une autre étape finalement avec la formulation des hypothèses de départ et nous inscrire dans un cadre théorique. On ne saurait formuler des hypothèses ou bien faire de la recherche sans pour autant l'inscrire dans un champ théorique et cela, c'est la littérature qui nous permet de le faire. Il y a aussi des éléments à côté de ces étapes-là, des éléments à prendre en compte.
comme la pertinence sociale et scientifique. On ne se lève pas pour faire de la recherche, on ne se lève pas pour choisir comme ça un sujet de recherche. Quand on prend un sujet, c'est parce qu'il a une importance ou bien il a une valeur ajoutée par rapport non seulement à la recherche, mais aussi à la société à laquelle on interroge. À côté de ça, on avait dit tout à l'heure que pour une question de départ soit valable, il y a des caractéristiques à respecter, comme sa pertinence, etc., sa faisabilité. Maintenant, dans ce sens-là aussi, il faut savoir qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a le bagage pour le faire? Et pour ça, il faut qu'on ait une méthodologie, etc., et une approche aussi originale pour pouvoir se détacher un peu de ce qu'on voit habituellement. Il y a aussi tout ça, au-delà de tout ça, il y a aussi des pièges à éviter. Une problématique trop large, et ça, on le voit dès le début de la recherche où on est désorienté, on ne sait pas quelle direction prendre, il y a beaucoup d'idées qui nous viennent en même temps, ou bien souvent, elle est trop étroite, ou bien encore, il y a un manque d'ancrage théorique du fait que finalement, on se met à lire tout et n'importe quoi et on ne fait pas un travail de sélection, ou bien encore des biais idéologiques non explicités. Toujours dans cette logique de montrer comment on construit une problématique finalement, on trouve un lien par rapport à la revue de la littérature, qui est la première base, une des bases clés à respecter, qui nous permet d'identifier et de circonscrire notre travail dans des champs, ou bien même permet d'identifier des théories existantes. Le lien aussi à faire entre les réalités de terrain et les écrits. Ce qui va nous mener à faire, à finalement comparer les constats de terrain, c'est-à-dire les faits significatifs avec la littérature. Finalement, on résumerait pour dire tout simplement, la problématique n'est rien d'autre qu'un gap de connaissances finalement entre la réalité observée et la revue de la littérature. Et ce schéma nous permet de voir qu'il y a un travail préalable à faire du point de vue de la revue de la littérature. On va en même temps le combiner au constat de terrain et tout le discours pour pouvoir finalement problématiser. Et comme Dr. Khoudia l'a dit tout à l'heure, c'est un moment difficile pour tout chercheur parce qu'on est en train de construire, on cherche gauche-droite, on ne sait pas encore quelle direction prendre, et c'est le moment de construire des liens entre ce qu'on lit et ce qu'on retrouve sur le terrain. Finalement, il ne s'agit pas seulement de dire je fais une revue de la littérature en lisant, mais à un côté, il faut faire un travail où il faut chercher des liens entre ce qu'on lit et ce qu'on observe. Et je reviens sur l'importance de la revue de la littérature, qui est un pilier important pour faire une bonne problématique. Pourquoi? Parce que la revue de la littérature nous permet d'identifier des fondements théoriques de la recherche, nous permet de faire un travail de conceptualisation. Il nous permet d'identifier des lacunes dans nos connaissances actuelles. Il permet aussi de mettre finalement un débat des théories qui sont pertinents. Il nous permet aussi d'accélérer ou bien même de construire finalement le processus de recherche où on va passer finalement, si on arrive à faire une bonne revue de la littérature, on arrive à passer d'une phase exploratoire trop large à une focalisation progressive. Elle nous permet aussi de faire une analyse critique des sources, c'est-à-dire une revue critique de la littérature. Il nous permet de faire une synthèse de nos connaissances, mais aussi les bénéfices que l'on a, c'est de renforcer la pertinence scientifique, d'assurer l'originalité de la recherche, mais aussi nous guide à formuler des hypothèses de départ. Maintenant, finalement, la revue de la littérature n'est pas seulement une simple compilation. Et vous allez le voir avec ce schéma où on va passer d'une revue de la littérature pour problématiser, où dans cette revue, on a les concepts et le débat théorique qui nous permet de combler le gap avec nos lacunes et de pouvoir faire nos questions et les hypothèses. Maintenant, on ne saurait parler de problématiques sans pour autant le mettre en lien avec la question de recherche. Et ce tableau nous permet de faire la différence et de voir comment les deux évoluent ensemble côte à côte, parce qu'elles sont interconnectées. La problématique de recherche nous offre un cadre conceptuel large, alors que la question de recherche, c'est une interrogation spécifique. La problématique peut englober plusieurs aspects, mais la question de recherche cible un aspect précis. La problématique nous offre un contexte théorique, alors que la question de recherche nous permet d'être plus opérationnels. La problématique de recherche permet de justifier l'étude, mais la question de recherche nous met directement en confrontation avec une méthodologie.
Et vous allez le voir avec l'exemple qu'on a dans le cadre de notre étude ici pour le Sénégal. La problématique de recherche, c'était finalement de dire l'analyse des effets de la COVID-19 sur la vaccination de routine au Sénégal. Mais notre question de recherche est encore plus spécifique et encore plus précise, où on a finalement quels sont les effets sociaux et sanitaires de la COVID-19 sur le PIV. Donc finalement, la problématique est le cadre et la question et l'expression concrète. Donc, finalement, la problématique, c'est le pont entre la question de recherche et les objectifs. Et de façon très spécifique, donc voilà, nous avons un cadre conceptuel de la problématique qui est plus large et qui doit maintenant aller vers des choses beaucoup plus spécifiques, comme on l'a dit. Et ici, ce qui est important, c'est vraiment la cohérence de l'ensemble, de voir est-ce qu'il y a cette grosse cohérence qui va montrer la pertinence globale de la recherche. Donc, on va aller sur cette question-là. Là, on va aller sur quelque chose de bien concret. Sur les aspects de la vaccination, sur les effets, comprendre aussi quels étaient les effets du COVID sur la vaccination, sur le programme élargi de vaccination. On a un concept clé qui était l'hésitation vaccinale. Donc déjà, l'hésitation vaccinale, vous vous rappelez de cette approche du directeur général de l'OMS qui disait que finalement, que la vaccination, que lui, il était contre cette hésitation vaccinale. Que le problème, c'est pas qu'il y a une hésitation vaccinale, le problème, c'est vraiment que finalement, est-ce que l'approvisionnement, est-ce que les vaccins sont accessibles et que c'était une injustice et que finalement, c'était plus de l'inaccessibilité et de l'inégalité qui était le problème. Et la vaccination, alors que le concept clé de la vaccination, qui est, il faut le dire, dans cette approche de santé publique, parce que là, on est vraiment dans une approche de santé publique, où l'hésitation vaccinale, c'est vraiment lorsque le vaccin est là et que les gens refusent ou hésitent malgré la disponibilité des services et qu'elle va être influencée par différents facteurs tels que la complaisance, la commodité ou la confiance. Donc, partir sur cette approche-là pour comprendre qu'est-ce qui va être à l'origine du fait que les gens vont aller se vacciner ou pas. Et ça, on a aussi autre chose. On a la notion d'incertitude vaccinale. La notion d'incertitude vaccinale, c'est une notion qui dit finalement que, au-delà de la question d'hésitation vaccinale, qui est plus opérationnelle, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce qu'il y a des facteurs déterminants ou pas, il y a autre chose. Et qu'en contexte d'épidémie, il y a une notion d'incertitude des épidémies qui tourne autour de 4 concepts de base. Le risque, quelle est la situation sur le risque, l'incertitude, l'ambiguïté ou tout simplement l'ignorance. Donc, ces 4 concepts-là, chacun à eux seuls, font l'objet d'une large littérature qui a été développée et qui permet aussi de comprendre ce concept d'incertitude. Et ce concept d'incertitude a été beaucoup plus, dans le contexte du vaccin, il a été beaucoup plus analysé sous cet article de Vaccine Anxieties. Et là, vraiment, ça a été un travail qui a été fait, donc ce papier auquel le CRCF, qui a été publié dans Social Science and Medicine, qui a fait l'objet d'une publication, donne 4 niveaux. Il dit, finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver dans une situation d'anxiété vaccinale? Est-ce que les vaccins sont disponibles? Et là, c'est vraiment le niveau, je dirais, des autorités sanitaires et qui, oui ou non, vont décider de mettre à disposition ces vaccins. Quel est le sens ou l'intention de la vaccination qui est perçue par les populations? Est-ce que les populations vont penser qu'on les empoisonne? Est-ce que les populations vont penser que finalement, on va mettre des puces 5G dans les vaccins qui vont être... Est-ce qu'au contraire, les populations vont penser que c'est pour protéger la population? Et donc, un autre niveau qui va entraîner cette anxiété vaccinale, c'est le danger de la vaccination. Est-ce que les gens vont penser que les effets indésirables, comme ça a été le cas avec l'AstraZeneca, vont être inacceptables? Pour les professionnels de santé, le risque versus, est-ce que oui ou non, la notion de risque, elle est acceptable? Donc, on a eu tout ce qui a été du discours des anti-vaccins avec le professeur Raoul en tête. Et puis, un autre point, c'est sur l'efficacité de la stratégie vaccinale. Donc, voilà un peu, est-ce que oui ou non, ça va être efficace ou non? Donc, voilà un peu tous ces éléments-là qui vont permettre de construire cette problématique autour de
vont être les vaccins, quelles vont être la vaccination. Et donc, la construction d'une problématique, c'est un processus dynamique qui va nécessiter des ajustements constants et une réflexion construite, critique continue. On a vu l'importance de la littérature ciblée avec les cadres conceptuels, des modèles conceptuels qu'il faut connaître et maîtriser. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on écrit un projet ou quand on travaille sur un projet de recherche, si vous ne maîtrisez pas les concepts de base qui ont été partagés dans la littérature, vous allez aller un peu à la pêche. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois que cette littérature ciblée elle est importante, il y a le processus itératif. On va faire avec un maintien de la cohérence. Et donc, la vaccination, par exemple, quand on est parti, Delphine reviendra sur ça, mais ce qui a été important, c'est que nous, par exemple, quand on est parti sur le terrain, on était parti avec l'idée de cette hésitation vaccinale. Et quand on est parti sur le terrain, on s'est rendu compte que finalement, la vaccination était une combinaison de multiples dimensions. Et là, l'article sur l'anxiété vaccinale a aidé parce qu'elle a permis de montrer finalement que l'adhésion, ou en tout cas, il y avait toute petite partie qui était liée à l'adhésion, beaucoup de choses sur l'accessibilité qui prenaient différentes formes, des incertitudes aussi, des incertitudes à la fois sur les médicaments, sur les vaccins, une incertitude qui croit sur tel vaccin avec la variété des vaccins, la méconnaissance par les professionnels de santé des différents types de vaccins, et finalement qui va avoir une approche, on va se retrouver avec une approche multidimensionnelle, et le cadre conceptuel sur lequel on était parti de base, on va se retrouver à bricoler pour pouvoir renforcer notre problématique et servir de cadre conceptuel à nos analyses. Donc, finalement, la problématique à l'épreuve du terrain, et nous allons voir les difficultés que nous, on a rencontrées pour formuler ou bien même construire finalement notre protocole de recherche autour de la vaccination. Donc, finalement, la littérature nous donne un pan et le terrain nous donne l'autre. Et quand on confronte les deux, on arrive à problématiser. Nous, on a déjà eu notre cadre conceptuel avec l'hésitation vaccinale, on a eu tout le bagage avec la base de données de CRCF qui a travaillé depuis des années sur des questions de vaccination. Mais quand on fait l'exploration, on a été confronté à plusieurs problèmes. L'aspect limité aux données, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés qui ont eu finalement des conséquences dans ce processus-là avec la grève du personnel, l'indisponibilité des rapports et l'accès limité à certaines données, surtout des statistiques où on n'arrivait pas finalement à les trouver. Et là, on se retrouve finalement à avoir un décalage entre la théorie et la réalité. Et nous, on a vécu cette situation-là, où finalement le problème initial est la réalité de terrain. On retrouve qu'il y a un décalage. Nous, on part avec un principe de base où on va se dire, au final, on a notre problématique de recherche qui va viser à interroger telle chose et telle chose. Et quand on arrive sur les aspects de terrain, on retrouve qu'il y a d'autres dimensions que nous, on n'avait pas prises en compte. Finalement, il y a l'émergence de nouvelles variables qu'on doit prendre en charge dans notre protocole de recherche. Et ce qui finalement nous dit il y a des découvertes qu'on a fait sur le terrain et finalement on a dû faire des ajustements. Finalement, la leçon à retenir de tout ça, c'est de dire que le chercheur, il doit être flexible et il doit avoir une qualité d'adaptation qui lui permettront en fait de naviguer finalement entre la rigueur académique qui te dit qu'il y a des étapes à suivre, il y a un canevas à respecter et les réalités du terrain qu'il doit intégrer aussi. Finalement, ce serait de dire qu'il y a une analyse d'adaptabilité de modèles et un cadre conceptuel pour faire évoluer sa problématique de recherche. Conclusion. On l'a dit dans cette citation à la base qu'on avait à l'entame de nos propos sur que la problématique est la clé de veau d'une recherche en sciences sociales. Finalement, à l'issue de cette présentation, on va dire seulement que la problématique finalement est une véritable colonne vertébrale de la recherche en sciences sociales et un exercice d'équilibriste entre rigueur théorique et pertinence empirique, qui exige une réflexion constante et une adaptation continue pour guider efficacement notre recherche en quête de connaissances. Merci beaucoup.
Je vais laisser à Dr. Koudia. On va vous partager la bibliographie. On va vous partager la bibliographie de toute cette réflexion. Et puis, voilà, on voudrait vraiment remercier tous les collègues et toutes les équipes de terrain, parce que je pense qu'aussi, il faut dire qu'une problématique de terrain, elle se construit à la fois sur les aspects théoriques, mais aussi sur les apports avec cette approche de underground, où finalement, le terrain nous apprend autant sur la problématique que les cadres conceptuels. Donc, nous allons partager avec vous les éléments bibliographiques, et merci beaucoup, et on attend les questions. Je vous remercie beaucoup vraiment pour cette belle présentation très riche. Merci Dr Koudia, merci Delphine. Une présentation vraiment qui met la lumière sur les étapes à suivre et pour construire la problématique. Donc la construction, en fait, la démarche scientifique est une construction très fine qui demande tout un travail intellectuel, une organisation où le chercheur doit toujours garder un lien et une harmonie entre les différentes composantes et éléments recueillis. Et effectivement, vous avez traité cette question que le bon chercheur, finalement, c'est celui qui s'est posé les bonnes questions et de trouver vraiment ce lien tout au long de la construction des étapes, du choix, de la population, du phénomène et comment faire ce retour, ce retour de la théorie, du terrain vers le théorique et vraiment comment nouer et comment forger vraiment ce rapport afin de construire une bonne problématique qui est la base de toute recherche scientifique. En effet, plus nos questionnements sont pointus et plus le travail de la recherche scientifique est de qualité. Donc, je vous remercie vraiment pour cette présentation et pour le travail que vous avez fait. Et donc, j'invite, si les participants ont des questions, mais je voudrais tout d'abord poser une question pour un peu débattre. Dans la recherche qualitative, on dit souvent que, par exemple, les étudiants me disent souvent que la recherche qualitative, elle est plus facile que la recherche quantitative, alors que avec l'expérience, il s'avère que c'est non. La recherche qualitative, c'est vrai qu'elle est flexible, mais ce que je voudrais vous poser, Dr Koudia et Delphine, dans le livre de Pierre Payet et Alex Muccelli, où ils parlent de la ground theory, la théorisation ancrée d'Anselm Strauss, où le chercheur peut un peu se libérer et se désengager de la théorie, c'est-à-dire il va directement du terrain et c'est à partir du terrain qu'il construit ce qui est théorique. Comment construire une bonne problématique et surtout comment bien exploiter la bibliographie dans cette approche-là, dans cette approche de la ground theory où elle a été beaucoup critiquée sur sa flexibilité et sur le fait que le chercheur peut ne pas choisir une théorie bien précise. Et donc voilà mes questions et je tiens à vous remercier encore une fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à nos deux intervenantes. Je vais répondre à cette question très rapidement parce que je pense qu'elle est essentielle, cette question. En tout cas, moi, de l'expérience que j'ai eue sur le terrain avec nos différents collaborateurs, vraiment, je pense que il est difficile d'aller sur un terrain sans avoir une approche solide, conceptuelle. Ça, c'est mon avis. Je trouve que cette approche de l'underground où finalement ces modèles théoriques vont émerger du terrain, à 100%, de mon point de vue,
c'est difficile, ils sont difficilement utilisables. On part sur le terrain, je fais partie dans les enseignements où l'approche théorique, au contraire, elle constitue à comprendre. On part sur le terrain avec les yeux d'une approche théorique qui a été préconstruite. Maintenant, par contre, ce qu'il y a, c'est ne pas s'enfermer dans cette approche théorique-là et laisser le terrain monter avec ses différentes réalités. Et comme nous, on l'a fait, on était parti sur l'hésitation vaccinale. Le terrain nous a donné des leçons et on s'est dit que le cadre conceptuel qu'on avait était étroit et qu'il fallait ouvrir ce cadre conceptuel. Et on est allé sur les questions d'épidémie. Et là, on est allé sur les incertitudes en termes d'épidémie qui étaient beaucoup plus larges. Et on a compris finalement que le vaccin, a été un élément à la fois, il a à la fois subi les incertitudes et été un médiateur de l'incertitude. Cette approche de l'anxiété vaccinale qui est beaucoup plus large, elle se combine parfaitement avec l'hésitation vaccinale et voilà, sans pour autant remettre aussi en cause l'importance de la question de la disponibilité. Parce que là aussi, les acteurs de santé publique, je pense que l'approche originale ou du directeur général de l'OMS qui remettait un peu en cause cette notion d'hésitation vaccinale, parce qu'il faut le dire aussi, cette notion d'hésitation vaccinale, elle a tendance un peu à mettre la barre sur les individus et à culpabiliser un peu l'approche. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, or, elle a eu une véritable... sur le terrain, nous avons vu que c'était une réalité, que cette approche de disponibilité, etc., mais que finalement, c'était tout à fait complexe. Donc, pour en revenir à la question de fond, on part sur le terrain avec des principes solides. Et moi, ce que j'ai dit souvent à mon équipe, c'est que ça pêche un peu sur ce plan-là. Beaucoup parfois partent sur le terrain en n'ayant pas maîtrisé les concepts théoriques qui, à mon sens, sont indispensables. Merci à vous. Merci, Dr Kodia, pour cet éclairage. Oui, effectivement, donc, il suffit de tester les concepts théoriques, c'est ça, à partir du terrain. Et donc, on entre dans un processus continu de construction de concepts et de théories. Et c'est là vraiment l'originalité de l'approche qualitative et du travail avec l'approche, le paradigme compréhensif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a une question. Oui, on vous entend. HP. Oui, on a quelqu'un qui a levé la main. Oui, vous pouvez poser votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on vous entend. Voilà. Donc, je m'appelle Dr Sow Alassane. Je suis enseignant au département de sociologie à l'université de Dakar. J'ai eu le lien de votre séminaire via un étudiant du département et j'ai beaucoup apprécié le thème du web. Alors, effectivement que souvent, quand on démarre une recherche, on fait face à des problèmes, surtout comment problématiser, comment articuler le terrain et la revue de littérature. Maintenant, au département de sociologie, il y a tout un débat sur le rapport entre la problématique et la revue. Est-ce que la problématique, elle vient avant la revue ou bien c'est la revue qui vient? Autrement dit, est-ce qu'on doit faire la revue de littérature avant de s'attaquer à la problématique ou est-ce qu'on doit les faire en même temps?
Donc, il y a tout un débat qui tourne autour de ça, mais effectivement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la revue, on l'a fait bien avant donc la problématique, ou à défaut, on les fait en même temps pour allier le terrain et la donc littérature, parce que ça doit être une sorte de confrontation, une sorte de vérification. Ce qu'on a vu théoriquement et ce qui se passe donc, sur le terrain. Bon, maintenant, dans les enseignements, nous, jusqu'à présent, c'est toujours difficile d'expliquer aux étudiants, surtout les étudiants de Master 2 et certains doctorants dans les groupes de séminaires, comment on identifie un problème. Qu'est-ce qu'un problème de recherche? Comment on l'identifie? Comment on justifie sa pertinence? Et comment on soulève une question de recherche? Quelles sont les caractéristiques d'une question de recherche? Et quels sont les types de questions de recherche? Donc, souvent, ces problèmes-là, nous les rencontrons avec les étudiants. Donc, c'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire de venir vous écouter. Peut-être aussi, je pourrais apprendre ici quelque chose. Et merci. Merci, je pense que c'est une contribution. Merci beaucoup, docteur Alassane. Et merci de la contribution de l'Université de Dakar. Je pense que l'Université de Dakar, elle a vraiment, elle est en train de faire un gros travail de formation dans les sciences sociales. Nous allons peut-être donner la parole à Delphine qui va donner son point de vue sur ça. Ok, merci beaucoup Alassane. Ça fait plaisir de te voir dans ce webinaire. Donc effectivement, nous, on a été formatés d'une certaine manière et je pense que c'est juste en fait des écoles. Et nous, l'Université Cheikh Anta Diop, où j'ai fait ma formation, c'est toujours cette approche-là de dire finalement, on combine les deux entre le terrain et la revue de la littérature, même si pour moi, la revue doit précéder parce que ça nous permet en fait, ça balaye et ça permet de poser finalement un éclairage pour nous dire c'est là où tu dois passer et c'est là où il y a la lumière. Pourquoi? Parce que quand on veut étudier quelque chose, on ne va pas aller sur le terrain finalement pour dire oui, je vais chercher ça. Même si le terrain nous apporte des faits significatifs qu'on va confronter avec la revue de la littérature pour dire finalement moi, comment je vais me positionner et quelles sont les approches que je vais développer, ou bien moi personnellement, comment je vais faire pour dépasser en fait les travaux qui ont déjà été réalisés pour donner du crédit ou bien de l'originalité à ma recherche. L'autre aspect, c'est finalement de dire, cette recherche, on doit forcément la mettre dans un cadre conceptuel d'analyse qui viendra un peu plus tard. Il faut lire, il faut avoir une bonne revue de la littérature pour pouvoir cibler finalement le cadre théorique, le cadre d'analyse de référence. Et ça me rappelle au début de mes travaux de mémoire où je discutais avec le professeur Tidjandoy qui a dirigé mon mémoire, où il me disait finalement, et ça rejoint ce que Hanan disait tout à l'heure avec ses étudiants qui pensent que finalement la recherche qualitative est plus facile que la recherche quantitative, alors que c'est non. Il me disait que la difficulté avec les étudiants et que nous-mêmes on a en sciences sociales, c'est que finalement la revue, tout ce travail qu'on fait de revue, de la littérature, etc., on ne le retrouve plus dans l'analyse. Finalement, les étudiants vont finalement prendre des cadres théoriques de référence pour choisir des cadres théoriques. Ils vont lire pour lire. Alors qu'une fois que tu termines tout ce travail et que tu vas sur le terrain, une fois que tu reviens avec tes données, c'est cette base de littérature et ce modèle d'analyse qui te permet en fait finalement d'analyser. Et c'est le problème nous-mêmes qu'on a ici au Sénégal et un peu partout avec les étudiants qui finalement, ils vont faire une bonne revue de la littérature à la base que tu vas retrouver dans la première partie de leur travail et que dans la phase analyse, tu ne retrouves plus. Tu n'auras que des données qu'on va agencer pour dire le monsieur a dit tel, le monsieur soutient tel, le monsieur démontre tel, etc. avec des citations à l'appui, avec des verbatims, sans pour autant l'alimenter avec la littérature de base qu'on avait, avec la bonne revue qu'on a fait dans la première partie et aussi le concept, le cadre finalement d'analyse de référence qu'on a identifié en faisant cette problématique-là. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Merci Delphine, merci Dr Kodia. On a une question. On a une question
On a une question sur... attendez, excusez-nous, on est en train de... On lit les Voilà, commentaires. j'ai une préoccupation au sujet des accompagnateurs qui exigent des hypothèses de leurs étudiants alors que leur démarche est qualitative. Voilà, moi je pense que là on est vraiment dans une approche d'école. Parce que, effectivement, il y a des écoles, et je vois souvent aussi ça dans les mémoires, en général, c'est essentiellement, c'est beaucoup la sociologie où il faut une hypothèse. Nous, en anthropologie, enfin, vous voyez un peu la différence, on n'a pas forcément besoin d'une hypothèse. Parce que moi, je trouve que l'hypothèse, de mon point de vue, hein, après, c'est en fonction des écoles, et vous allez parfois dans les recherches qualitatives, l'hypothèse, elle est parfois réductrice, et or, les réalités, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, nous, personnellement, on n'a pas, on peut ne pas émettre d'hypothèse. Il arrive qu'on émette des hypothèses, mais c'est extrêmement rare. Or, souvent, les sociologues, et je pense que ça, c'est vraiment le lien avec la sociologie quantitative, qui fait que, voilà, et qui se rapproche beaucoup de la santé publique dans un certain sens, on émet des hypothèses, après on va les vérifier sur le terrain ou pas, ou des hypothèses. Or, les réalités sont beaucoup plus complexes et peuvent parfois se passer des hypothèses. Mais là aussi, je pense qu'on est dans une question d'école. Voilà. Oui, merci, docteur Kodia. Oui, absolument, c'est la question de construire des hypothèses dans une démarche qualitative. C'est une question d'école. Par exemple, on rencontre souvent ce problème quand on va entamer une thèse ou un master, mais c'est une question d'école. Je ne sais pas si Moumouni Yaouchi, vous êtes toujours d'accord pour poser votre question. Est-ce que vous nous entendez? En attendant, on va peut-être répondre en attendant qu'ils reviennent. J'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit un auteur estime que le pire endroit pour démarrer une recherche, c'est la bibliothèque. À moins qu'on ait à travailler. Je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense que c'est vrai et c'est faux. En même temps, on parle de revue de la littérature. C'est pas qu'on va commencer le travail uniquement sur la base de la revue de la littérature. Hein. Je pense que c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que partir d'une réalité de terrain empirique, de quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que on voit qu'on part, et nous, souvent, quand on travaille dans la santé, mais ça peut être aussi un autre domaine, on part d'une question qui est inconnue, qui est rapportée par, que ce soit des enseignants, que ce soit des acteurs de la santé, que ce soit des acteurs de santé publique ou un problème social. On parle d'un problème social qui a été... Et nous, maintenant, et je monte aussi sur cette question sur la question de finalement comment passer d'une question sociale à une question sociologique, c'est-à-dire de la première à l'autre, c'est-à-dire qu'on part d'un constat, d'une réalité, et après, on fait une construction sociale qui respecte les règles de la sociologie. Et ça, c'est important, cette étape-là. Donc, on ne commence pas dans une bibliothèque, on commence d'un problème qui est vécu par telle ou telle personne et on la transforme en question de recherche et on construit la problématique sur ça. Mais dans ce processus de construction de problématique, la revue de la littérature, elle est importante, elle est essentielle et elle va permettre d'orienter. Et tout au long de votre construction de votre problématique, vous devez utiliser votre donnée de terrain pour pouvoir faire évoluer. Mais aussi, il faut savoir s'affranchir de la littérature parce que vous allez tomber sur des concepts qui, quand vous allez les appliquer, ils ne vont pas être adaptés. Donc, vous allez choisir celui le plus important que vous pouvez garder dans votre concept, et maintenant, vous allez aussi prendre de la distance avec ça. Je pense que à partir du travail de recherche, le niveau de recherche, tant qu'on est au niveau de master, on peut se permettre d'appliquer des concepts et ça, mais sans pour autant qu'un travail de recherche ne soit un travail purement théorique. Mais si vous n'arrivez pas à prendre de la distance avec vos concepts et à les analyser et à en avoir une analyse critique dans le cadre d'un travail de PhD, je pense que c'est vraiment un des fondamentaux de ce qu'on peut attendre d'une bonne recherche de ce niveau-là. Merci à vous. D'accord, merci, docteur Kodia. Merci. Alors, on a une question. Je donne la parole à Aya Omarou, ensuite à Kadidiatou et ensuite à M. Moussa Bouda. On vous entend, Aya? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à Dr Bousso et Delphine. Merci beaucoup.
Et donc, ma question, c'est par rapport aux questions de recherche et la question de départ. Et donc, nous, de notre côté, par exemple, à l'Université Abdou-Mouni du Niger, on se pose beaucoup de questions. Les étudiants font parfois la confusion entre une question de départ et la question de recherche. Donc, c'est à ce niveau que j'aimerais un peu avoir des éclaircissements, la différence entre les deux. Merci, hein. Je peux répondre directement? Oui? Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Ben, je pense que voilà, ça, c'est vraiment une question de départ. On se pose une question. On se pose une question, on a un problème, on ne connaît pas la réponse, on essaie maintenant sens commun. C'est une question vraiment qu'on se pose au début. Pourquoi les gens ils vont pas se faire vacciner? Pourquoi les gens ils n'acceptent pas de manger non salé, etc. Ça, c'est une question qui est du sens commun. C'est quelque chose dont on se pose une question. Mais après, maintenant, la question de recherche, elle va faire l'objet d'un travail, elle va faire l'objet elle va être basée sur une recherche dans la littérature. Donc, le principe de la recherche, déjà, c'est que pour être certain ce qu'on va chercher, personne ne l'a déjà publié ou déjà écrit. Ça, c'est déjà un point, à moins qu'on veuille conforter. Donc là, la question de recherche, elle est l'aboutissement d'une construction qui se base sur les éléments de littérature, qui se base sur les éléments de contexte, qui se base aussi sur des éléments qui sont en lien avec la question de départ et qui nécessitent tout un travail de construction. Voilà. Merci. Donc, si j'ai compris, la question de départ, elle est plus générale, elle est vague. Tandis que la question de recherche, elle est plus précise parce qu'elle découle d'une construction. Exactement. Okay. Exactement. Je pense que la question de départ n'est pas forcément, elle est générale, elle est non spécifique, et puis surtout, elle n'est pas, c'est pas des sciences sociales forcément. On peut partir sur une question de sens commun qui est plus large. Ensuite, maintenant, on va mettre un processus d'affinage de cette question, mais qui serait en rapport aussi avec une formulation qui répond aux sciences sociales. Pour moi, voilà. Après, ça dépend sur lesquels, si vous travaillez dans le domaine de l'environnement, ou si vous travaillez dans le domaine de la santé, ou si vous travaillez dans le domaine de la sociale tout simplement, ou de l'éducation, vous avez 1001 questions qui peuvent se poser sur un sujet qui est large, qui est du sens commun, qui est pas forcément, qui est vraiment empirique. C'est une question empirique que vous, maintenant, vous allez transformer en question de recherche. Oui, et pour ajouter, même dans la présentation, je pense qu'on a fait un tableau sur ça. La question de recherche, en fait, elle répond à des caractéristiques. On a parlé de 3 caractéristiques de base. Elle doit être pertinente, elle doit être claire, elle doit aussi être faisable. Faisable du point de vue de la logistique, est-ce qu'on va pouvoir le faire dans un temps, etc. Donc, il faut vraiment à ce que pour pouvoir faire cette différence-là, comme dit Dr. Koudia, la question de départ, c'est comme en philo où tout part de l'étonnement, tout part de questionnement. Donc, on arrive à cette première phase-là. Et après la deuxième phase où on va confronter, où on va observer ce gap de connaissance entre la littérature et le terrain, on réussit avec les 3 caractéristiques de base à construire une question de recherche. Donc, à votre niveau, au niveau de Niger, vous qui avez souvent du mal avec les étudiants à pouvoir faire cette différence, il faut veiller à ces 3 caractéristiques-là de base. Que la question, elle est claire, qu'elle est pertinente, mais aussi qu'elle est faisable. Merci Delphine. Donc, Kadio, on vous entend. Vous pouvez poser votre question. Ok, merci. C'est plus un commentaire que je voulais faire. Je voulais aussi dire vraiment merci à Dr. So et Boussou pour cette belle présentation. Et ma contribution, c'était pour faire ressortir le fait que souvent dans nos départements de sciences sociales, lorsque sociologie et anthropologie sont vraiment dans un même département, souvent c'est très mélangeant pour les étudiants en ce qui concerne l'orientation des étudiants. Et par mon propre expérience, moi, quand j'ai commencé mon doctorat, c'était dans une université où
on accepte l'étudiant juste avec son protocole. Et quand j'ai commencé pendant quelques mois, j'ai eu une autre admission dans une autre université au Canada où les approches sont carrément différentes. Et là, quand je suis allée dans cette université, j'avais 2 ans de cours et de revue de la littérature pour faire un examen de synthèse. Et c'est à l'issue de cet examen de synthèse et de toute la connaissance que j'ai acquise sur les concepts clés de ce que je veux faire, les bases théoriques, les différentes approches analytiques et conceptuelles et tout. Et c'est après tout ça que je suis maintenant allée à la rédaction de mon protocole de recherche. Mais quand même, quand je suis retournée sur le terrain, j'ai vu que certaines choses ne marchaient pas du tout. Et c'était plus facile pour moi de réadapter mon protocole et de poser des questions de recherche plus pertinentes qui m'ont permis de générer des connaissances, en griffe qu'on peut dire nouvelles. Parce que dans tout ce que j'ai eu dans la littérature, j'ai vu que dans mon contexte, ça ne s'adaptait pas. Et donc, ma question de recherche était vraiment pertinente et répondait à un problème. Donc, c'est vraiment une question d'école et je suis vraiment très contente qu'on ait soulevé cette discussion aujourd'hui et je voulais juste partager mon expérience. Je suis du Burkina Faso, je suis chercheur à l'IRSS. Merci beaucoup, Kadio. Merci. Vous allez transmettre toutes nos salutations à votre collègue, Dr Blandine, qui est vraiment une grande collègue et merci pour tout le travail que vous faites. Merci. Merci. Je pense que là, c'est une contribution. Je pense que c'est une contribution. Et je voudrais juste réagir à ce que Anan, tu disais tout à l'heure en disant que finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la recherche en sciences sociales, c'est plus simple. Je pense que la recherche qualitative, c'est plus simple. Voilà. Pas que c'est pas au contraire, je crois qu'il y a une complexité parce que là, dès le début de la problématique de recherche, il y a tout ce travail d'itératif entre de même construire une problématique de recherche. Quand vous travaillez avec des gens en santé publique ou d'autres disciplines, ils ont des questions très précises et puis pas. Alors que nous, en sciences sociales, rien que l'élaboration, j'ai plusieurs questions ici sur le chat sur finalement le lien entre les approches théoriques, le cadre théorique, les courants de pensée. Tout ceci, en fait, montre que dès le début, les théories de recherche, etc., moi, en tout cas, ce sont les cadres conceptuels, tous ces éléments-là complexifient parfois aussi les tâches parce que les sociologues sont souvent, souvent des gens que les gens ont du mal à comprendre. Les paradigmes, les modèles théoriques, les courants de pensée, pour moi, cette notion-là vise à donner des éléments théoriques pour permettre d'orienter les personnes et de leur faire expliciter le terrain. Parce que je pense que Delphine l'a dit tout à l'heure. Le problème qu'on a souvent avec les étudiants ou les jeunes chercheurs en sciences sociales, ou les anciens, il faut le dire aussi, c'est vraiment les éléments théoriques. Les gens ont tellement de théories dans la tête que parfois, ils se détachent un peu de leur terrain. Et même pour faire cette présentation-là, on a dû faire ce souci d'ancrer les approches et les éléments théoriques dans quelque chose de concret. Et c'est vraiment ça. Il faut pas que dans la construction d'une problématique, qu'on soit trop dans cette lutte finalement, ou dans ce travail d'explicitation des aspects théoriques et qu'on oublie aussi la pratique. Parce que on est dans quelque chose qui est très pratique, qui est très simple, finalement, et que les approches théoriques ne doivent que servir à expliciter. Merci à vous. Merci. On a une question, Moussa Bouda, on vous entend. Alors, je vous remercie et je félicite quand même la pertinence de la présentation de nos deux conférencières. Et j'ai une question, mais qui a un rapport avec la première intervention de notre enseignant de l'Université de Dakar.
Alors, la question, elle est liée euh, à la divergence d'école à propos du positionnement de la revue de la littérature et de la problématique. Et à partir du fil de présentation, on comprendra très bien que vous appartenez à la première école qui consiste à positionner la revue de la littérature avant la problématique, en ce sens que elle permet de situer ou bien de faire ressortir le gap ou bien l'énigme pour pouvoir poser le problème comme il faut à partir des débats théoriques qui ont cours dans le domaine de la recherche. Alors, ma question intervient au deuxième niveau, l'école qui consiste à inscrire la problématique avant la revue de la littérature. Je voudrais vous entendre si vous avez un positionnement ou bien un enseignement à propos de cette deuxième option. Je précise, je suis doctorant en sociologie et anthropologie à l'Université de Niamey. C'est ma question. Oui, je pense que c'est vraiment l'école de underground qui dit, bon, voilà, il faut aller sur le terrain, parfois avec juste cette approche de, bon, voilà, on va écouter les gens, on va comprendre ce qu'ils vont faire. Bon, moi, particulièrement, je connais des gens qui travaillent comme ça. Et pour moi, je pense que l'un peut aller avec l'autre. Effectivement, vous pouvez avoir cette approche d'immersion dans un terrain qui va vous aider finalement à construire votre problématique. Et même dans la première approche, même il y a une phase exploratoire qu'on fait souvent dans les terrains qui finalement permet d'aller, de faire se retrouver ces deux méthodes. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une méthode essentiellement basée sur le terrain qui va permettre d'émerger des modèles théoriques. Ça, pour moi, quand on parle de modèles théoriques, on parle quand même de modèles de base avec toutes des choses qui sont construites, qui sont très, 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 très élaborées. Je pense que partir avec cette méthode-là, ça permet en tout cas d'avoir une imprégnation meilleure. Ça, c'est clair. Ensuite, maintenant, vous allez à un moment donné ou à un autre revenir sur la revue de la littérature. Je ne pense pas que l'on puisse s'affranchir d'une bonne revue de la littérature. Maintenant, à quel point, voilà, donc du coup, on peut aller dans un processus itératif, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, mais garder cet ancrage de revue de la littérature parce qu'elle permet d'éclairer. Parfois, vous tombez, moi je me rappelle avoir travaillé, par exemple, sur la solidarité familiale dans le cadre du VIH. Je n'aurais jamais pensé que pour pouvoir comprendre quels étaient les mécanismes sous-jacents qui pouvaient expliquer ces éléments de solidarité, il aurait fallu que je relise l'anthropologie structurale. Or, du don et du contre-don de Mauss, or, c'est en ayant lu l'anthropologie structurale et tout ce qui était autour du don et du contre-don que je suis arrivée à comprendre les schèmes d'intelligibilité des notions de solidarité. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément appris sur l'importance d'une revue de la littérature, parfois, d'aller et puis de bien aller aussi sur là où il faut aller. Donc, je pense que la construction d'une problématique, c'est vraiment un processus itératif entre le terrain, les approches empiriques, les réalités empiriques et des principes théoriques. Et ça, quelles que soient les écoles dans lesquelles l'un ne peut pas aller. Merci. Merci à vous pour la précision. Merci. Merci. On a une question de Cyril Bassène. On vous entend. Oui, merci pour la parole remise. Je félicite et je remercie au passage Dr Khoudia et Delphine, donc, qui ont fait une très belle présentation et je pense que c'est une valeur ajoutée pour nous, chercheurs en sciences sociales. Donc, moi, c'est Cyril Bassène, je suis étudiant à l'UQAD, en même temps au CRCF. Et là, j'apprends beaucoup de la réflexion de Dr Khoudia et de Delphine. Par rapport aussi à cette distinction qu'on fait, est-ce que c'est le terrain qui nous permet d'avoir le problème à la base ou bien lire en amont? Mais je pense qu'il y a un préalable peut-être que nous oublions et parfois on fait des confusions. Donc, entre ce qu'on appelle l'intuition de départ, c'est-à-dire l'idée que j'ai à la base du sujet, qui n'est pas encore un sujet en réalité. Vous voyez. Et c'est là aussi où le bas blesse, parce qu'on pense souvent que quand on va lire quelque chose très rapidement, c'est la problématique de recherche. Ou bien quand on va sur le terrain, c'est le problème qu'on écrit. Donc, parfois, on peut avoir une idée de départ, soit parce qu'on a lu quelque chose qui nous inspire,
et qui nous pousse à réfléchir sur telle question, ou bien peut-être on a observé une réalité sociale quelconque. Par exemple, je vais à l'université, je vois qu'il y a des violences et je mets comme intuition la violence à l'université. Mais ce n'est pas encore le sujet. Il faudrait forcément que je fasse ce qu'on appelle l'exploration pour arriver au sujet. Maintenant, cette exploration, comme l'a dit le Dr Koudia, c'est d'aller voir un peu quels sont les travaux qui traitent de cette question-là, refaire aussi ces entretiens exploratoires pour en arriver à une problématisation et se poser un certain nombre de questions. Donc, je pense que si on fait des observations sur le terrain, cela ne suffit pas réellement pour dire que voici notre problématique de recherche. Ou bien si on lit quelque chose très rapidement, on dit que voici notre sujet. Non, je pense qu'il y a une autre étape qui est l'exploration. Bon, maintenant, ma question, ce sera maintenant sur 3 aspects. Hein. Donc, Delphine l'a évoqué au début, qu'il y a 4 questions qu'on se pose, à savoir le pourquoi, le qui, le comment et le voilà. Je pense que c'est 4 questions. Mais j'aimerais aussi savoir la place du où, c'est-à-dire le lieu d'étude, parce que aussi c'est une reproche qu'on nous fait. Donc, où est-ce que vous faites votre étude? Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? L'autre question aussi, c'est sur la nature de la question. Certes, vous avez parlé de faisabilité, pertinence, clarté, mais il y a une reproche qu'on nous fait. Parfois, dans la façon de formuler nos questions, on nous fait savoir que parfois on fait des jugements de valeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider, nous donner des conseils sur comment formuler une question qui ne va pas tomber dans des partis pris? La dernière question, c'est sur comment utiliser aussi les données de terrain dans l'écriture. Quand on est dans le cadre d'une problématique, parce que souvent aussi dans les séminaires, ce qu'on reproche aux étudiants, c'est qu'ils analysent dans la problématique. Voilà, donc c'était juste ces questions que j'avais et je vous remercie au passage. Bien sûr. Vous voulez répondre? Okay. Okay, merci, hein, merci Cyril. Je pense que c'est essentiellement d'abord des contributions. La question du où, effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Donc, la question de qui, où, comment, où, avec qui, pourquoi, etc. C'est un ensemble de questions qui ne finit pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'approfondir et de poser le maximum de questions, d'interrogations possibles pour approfondir ce qu'on va rechercher. Donc, ça, c'est vraiment, on est d'accord. La question du jugement de valeur et de comment on pose des questions. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'on retrouve très souvent dans les appréciations. Et ça, c'est un élément qui est essentiel dans la formulation d'une problématique et qui va, en fait, dans ce processus où le chercheur, finalement, il faut le dire très souvent, quand on est un chercheur qui travaille chez soi en sciences sociales, il y a ce travail-là d'explicitation de soi-même, de ses propres perceptions, de ce que l'on pense, de ce que l'on croit penser, et on est dans une société où on est. Et donc, ce travail, je dirais, d'introspection et de compréhension de ses propres perceptions, de cette subjectivation, permet aux chercheurs de prendre de la distance critique par rapport à son terrain et d'éviter des jugements de valeur. Et des jugements de valeur qui peuvent être positifs ou négatifs. Est-ce qu'on se pose une question sur un terrain? Est-ce que c'est bien de faire ceci? Est-ce qu'il est bon? Ou bien est-ce que le fait de ne pas, que telle ou telle personne ne vont pas entraîner des dommages? Il y a il y a un travail d'épuration des questions de recherche et qui, on connaît tous ce débat sur la neutralité axiologique du chercheur qui est quasiment impossible, mais il y a tout ce travail d'objectivation et qui se ressent dans les questions que l'on va poser. Et je pense que quand on fait un terrain, à un moment donné, il y a véritablement ce travail de détachement qui se ressent tout de suite dans les questions de problématiques et qui reste un travail difficile, mais que l'on fait quelqu'un qui est au niveau de master ou master 1 ou pas. Voilà, je pense que c'est un processus qui commence. Et nous, à l'époque, lorsqu'on travaillait sur le sida, on disait que la neutralité n'était pas possible, qu'on ne devait pas avoir de l'engagement, mais qu'on devait avoir une implication du chercheur sur son terrain. Quand vous travaillez sur des questions qui sont difficiles, la question du jugement de valeur, elle est là. Elle peut imprégner, mais ce travail de distance, de mise à distance de son terrain. Et c'est pour ça que l'enquête exploratoire, elle est importante, mais aussi la revue de la littérature, tout en essayant d'objectiver un peu ces questions. Donc voilà, c'est un travail de construction
qui est là. Après, maintenant, analyser, je pense que la question de l'analyse, elle n'est pas forcément au niveau de la problématique. L'analyse, c'est encore à un autre niveau sur les données de terrain. Je pense qu'il faudrait tout un séminaire sur l'analyse des données. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque vous avez une bonne problématique qui est bien posée, la question du type, parce que la problématique vous permet d'orienter le type de données que vous allez avoir et va vous permettre aussi d'orienter les analyses. Maintenant, là aussi, on est dans un processus dans lequel on ne peut pas à 100% savoir ce qu'on va avoir. Vous allez avoir des données qui, c'est lorsque vous allez analyser ces données-là, c'est pour ça qu'on dit que très souvent, quand il y a un phénomène, il faut pas, il y a tout ce temps de maturation d'une problématique et de prise à distance du chercheur vis-à-vis des événements qui permet cette maturation et cette analyse, parce que vous allez avoir des données qui vont apparaître, une intelligibilité, un sens qui ne vont apparaître que quand vous allez analyser vos données. Et c'est à ce moment-là aussi que vous allez pouvoir remonter sur votre problématique et améliorer encore votre problématique et vos aspects. Donc, c'est vraiment tout ce travail de cohérence, je dis de mise en cohérence d'une recherche qui permet finalement d'avoir une pertinence. Et lorsque vous avez des données des données que vous analysez et que vous vous rendez compte qu'elles sont complètement différentes de la problématique que vous aviez posée au départ, vous devez vous poser des questions et vous devez revoir votre problématique pour la mettre en cohérence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort du terrain que vous n'avez pas pris en compte dans votre problématique et que vous devez affiner au fur et à mesure de ce processus de mise en cohérence globale de vos données. Nous, ici, chaque fois qu'on fait ce travail d'analyse des données, je demande aux gens de l'équipe de reprendre les questions de départ et de dire si oui ou non, les questions de départ, la grande question de recherche et les sous-questions de recherche, est-ce que oui ou non, cette analyse, cette donnée que vous avez, est-ce qu'elle rentre dans une question? Si elle ne rentre pas dans une question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Soit vous devez renforcer votre problématique, élargir votre problématique, aller chercher d'autres sources bibliographiques ou vous devez, peut-être que ça veut dire que vous n'avez pas tout simplement fait un bon terrain, que vous n'avez pas posé les bonnes questions ou que les gens ne vous ont pas répondu, ne vous ont pas fait les bonnes questions. Mais la notion de cohérence globale, elle est essentielle de la problématique, de la question de la recherche à la problématique, à l'analyse de terrain. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Delphine? Merci, Voilà, Dr. Koudia. Merci. On a une question de Martha Moinga. On vous entend. Ok, merci beaucoup. Et je voulais aussi à mon tour remercier les conférenciers pour leur belle présentation, très enrichissante. Et cependant, j'avais deux questions en rapport avec le lien entre la revue de littérature et la problématique, une partie importante au niveau de la problématique, le gap scientifique. Quand on sait qu'on ne peut pas épuiser toute la littérature sur une question de recherche donnée ou une problématique donnée, et comment on arrive à mieux formuler ce gap scientifique-là. Et enfin, je veux dire comment on parvient à rester modeste, voilà, au niveau de cette partie du gap scientifique. Je n'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez reparler plus clairement et être un peu plus précis dans votre question? OK. La question, c'est de savoir comment on parvient à rester aussi modeste au niveau du gap scientifique de la problématique qu'on souhaite relever, puisqu'on ne peut pas épuiser toute la littérature sur une question donnée, une problématique donnée. Voilà. Comment on parvient à rester aussi modeste. Et l'autre question, c'était de savoir comment on parvient à utiliser de façon opérationnelle une théorie sur une problématique donnée. Vu qu'on n'arrive pas à épuiser toute la littérature, comment on va allier le gap scientifique en faisant de la revue de la littérature et le terrain? Moi, j'ai juste envie de répondre à la question en disant que on ne peut pas s'outrepasser de la revue de la littérature
Et il ne s'agit pas de faire de la boulimie, en fait, je sais pas, bibliographique comme on dit. Il ne s'agit pas de tout lire, mais d'axer ta lecture par rapport à toi, ce que tu veux faire ressortir. Ça veut dire que tu ne vas pas travailler sur les questions de vaccination et aller convoquer des questions environnementales. Donc, il faut que toi, tu puisses axer tes lectures et voir en fait les lectures qui peuvent te rapporter quelque chose. Parce qu'au début, c'est un travail de triage qui est difficile. Au début, tu vas lire un tout et n'importe quoi qui se rattache à ta problématique, mais c'est quand tu montes en fait en niveau et que dans ta construction où tu vas te dire finalement, c'est ça que je vais lire, c'est ça que je ne vais pas lire. Et essayer de faire ce travail, ce processus itératif où on disait finalement, il faut aller de la revue de la littérature au constat de terrain qu'on a, parce que c'est la revue de la littérature qui te permet finalement de dire, d'alimenter en fait les constats de terrain que tu as. OK, il y a une épidémie de rougeole au Sénégal. Ça, c'est les faits significatifs, c'est les constats qu'on a. On a tel nombre de cas, etc. Mais dans la littérature, moi aussi, je vais aller voir ce qu'on a dit pour pouvoir alimenter, en fait, moi, la réalité de terrain, finalement, pour avoir un fil conducteur afin de créer une problématique de recherche. Donc, modeste ou pas, oui. Moi, je pense que vous avez dit quelque chose d'important. La notion de modestie, c'est un élément important. En fait, ce n'est pas une recherche qui va permettre de résoudre tout un problème. Ce n'est pas possible, qui va permettre de les utiliser. Je pense que le mot de modeste est dans la formulation même. C'est pour ça que très souvent, on dit que quand on écrit, on doit soit dire, quand on doit faire la distinction entre ce que votre littérature de données vous a apporté. Vous avez trois sources, soit c'est la littérature qui le dit, soit c'est la source de données, la bibliographie qui le dit, et tout simplement, c'est votre jugement. Or, votre analyse. Or, très souvent, ce qui se passe, c'est que les acteurs en sciences sociales, quand ils écrivent, ils ont tendance à aller dans les généralisations. Comme si, en fait, ils se mettaient dans une position où ils sont en train de dire des vérités vraies. Or, et ça, c'est un élément important, en sciences sociales, l'étude qualitative, les rigueurs du qualitatif nous amènent à rester modestes. Ce n'est pas parce qu'on a vu que, voilà, qu'il y a une augmentation, qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ne se vaccinent pas, qu'on va affirmer que les gens ne se vaccinent pas parce qu'ils ont peur du vaccin. Non. On introduit un mot, une approche extrêmement importante, c'est la nuance. En sciences sociales, il faut être nuancé. Il faut être nuancé quand on fait sa problématique. Il faut être nuancé quand on analyse. Il ne faut pas affirmer. On ne peut pas affirmer. Ce n'est pas comme les sciences exactes ou les sciences. On est dans une science où, voilà, on explique. On n'est pas là pour affirmer. Et ce qui est valable ici, vous le savez très bien, peut complètement être différent dans un autre contexte. Donc, on met le lien avec le contexte. On reste modeste, mais il faut savoir aussi le formuler. Merci, merci Dr Koudia, merci. Donc, on a juste quelques minutes avant de terminer. Donc, le temps passe si vite et c'est un débat que je trouve passionnant. Aya Omaro a une autre question, puis je prends une question dans le chat. Oui, on vous entend, Aya. Oui, merci beaucoup. Je reviens donc pour reprendre la question d'un des participants qui demandait comment rendre opérationnelle une théorie mobilisée dans la recherche. Donc, je trouve ça très intéressant. Si vous répondez vraiment, ça nous aidera bien. Sur cette question de rendre opérationnelle, c'est une question très large. C'est une question d'acteur en sciences sociales. Hein. Je pense que voilà, c'est une question très large. On n'a pas vocation à opérationnaliser les théories. Hein. Je pense qu'on a juste vocation à utiliser les théories pour donner du sens et de l'intelligibilité à ce qu'on analyse. Les sciences sociales, voilà, on a des théories, on a des cadres, on a beaucoup de choses. Et l'idée, in fine, c'est quoi? L'objectif, c'est de rendre intelligible, c'est de faire comprendre, c'est ça. Maintenant, on va les mobiliser. Après, les opérationnaliser, c'est vraiment en tirer dans les analyses qui ont été faites, parce qu'en fait, les cadres théoriques, les cadres conceptuels, ils offrent des modèles un peu épurés, hein, et que maintenant, on va utiliser une partie
tout ne sera pas opérationnalisé. Enfin, même la notion d'opérationnalisation, je pense qu'il y a une notion qui est un peu limite en sciences sociales. On va les utiliser pour pouvoir comprendre les réalités qu'on va saisir. Et l'idée de base, un peu, c'est toujours d'avoir cette cohérence-là. Est-ce que ce concept-là, par exemple, la notion d'hésitation vaccinale, on va utiliser des éléments de législation vaccinale pour rendre intelligible. Mais on ne va pas opérationnaliser cette notion, c'est-à-dire comme un outil opératoire qu'on pourrait avoir dans les sciences quantitatives. Je pense que, voilà, il faut garder ces idées en tête quand on a un concept opératoire, quand on a des choses en disant, voilà, ce sont des outils qu'on va utiliser pour rendre le sens. Alors, c'est que disait Delphine tout à l'heure, l'idée de base, c'est finalement, on a des données de terrain et après, il ne faut pas avoir de très beaux cadres conceptuels dans la notion de problématique, finalement, qu'on ne va pas utiliser. Donc, ça aussi, c'est souvent ce qu'on rencontre dans les études en sciences sociales, dans les mémoires. On a l'impression que ces deux parties-là, elles ne sont pas en cohérence. Et voilà, on a fait juste un cadre pour le faire. Et ensuite, le lien qu'on va faire directement avec nos données, ça, c'est encore autre chose et c'est quelque chose qu'il faut faire. Et juste pour rajouter, dans les canevas de recherche, en fait, en général, quand on parle d'opérationnalisation, c'est par rapport au concept où il y a un travail comme nous, on l'a fait tout à l'heure, en définissant le concept, en disant finalement l'hésitation vaccinale, c'est ça la définition qu'on en donne. Et après, essayer de voir ce concept-là que l'on mobilise dans le cadre de notre recherche, comment on va pouvoir finalement le décliner en dimensions, en indicateurs et en indices, ce qui va nous faciliter finalement l'analyse à la fin. Donc, quand tu entends opérationnalisation, tu dois le mettre dans ce canevas-là, de dire finalement les concepts que je mobilise dans le cadre voilà, les concepts et les sous-concepts que je mobilise dans le cadre de cette recherche où nous, on a mobilisé l'acceptation vaccinale et l'hésitation vaccinale ou encore les incertitudes vaccinales. On va la définir dans la deuxième partie en fait de notre travail. Et une fois qu'on le définit, on va le décliner en indicateurs, en dimensions, en indicateurs et en indices pour pouvoir faciliter l'analyse. Je pense que le mot indicateur est un mot un peu trop fort. Voilà, on va utiliser des sous-concepts, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça et surtout à la fin, de mettre les limites par rapport à notre terrain. Et du coup, à partir de ça, en fait, on enrichit ce concept de base, on enrichit le cadre théorique. L'idée aussi, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure, jusqu'à ce que, dans une certaine mesure, qu'on soit capable de définir un modèle théorique, ce qui vraiment est une manière ultime de faire une contribution aux sciences sociales. Merci à vous. Merci à vous. On prend donc juste une dernière question. Shetima, on vous entend? Oui, merci. Donc, moi, je suis Shetima, je suis doctorant au LASDEL. Donc, et j'ai une question et avant de la poser, je remercie nos deux conférenciers en tout cas pour la qualité de leur communication. Donc, et la question que je voudrais poser, c'est, je voudrais au fait savoir comment lier de manière concrète, pratique, par exemple, les données de terrain, les concepts et les théories. Je ne sais pas si on peut me donner des explications claires quoi, pour comprendre, pour faire les liens entre ces trois aspects-là, les données de terrain, les concepts et les théories dans une problématique. Merci. Merci en fait pour cette question où tu demandes finalement les données de terrain, les théories et les concepts, comment on arrive à tous les ancrer dans à les construire finalement la problématique. Tu ne peux pas les dissocier. Après finalement dire des données de terrain, c'est la dernière partie en fait qui va consister à faire de l'analyse. Sauf que pour la problématique, on a besoin aussi de ces données, mais on va les appeler des faits significatifs, des choses que l'on retrouve sur le terrain et qu'on a envie d'alimenter. Et vous ne pouvez pas faire ce travail de problématisation sans pour autant passer dans des théories que vous allez retrouver dans la revue de la littérature, mais aussi les concepts. Les concepts, en fait, c'est comme finalement des lumières ou bien des phares, en fait, qui vont te permettre de te dire finalement, c'est ça qui, en fait, ça te donne une angle d'attaque
finalement sur le terrain, mais aussi dans la partie analyse. Tu ne peux pas finalement analyser ou bien faire ou bien même construire ta problématique en fait sans ces éléments-là que tu vas retrouver en fait dans la revue de la littérature. Nous, on s'est dit, l'exercice, c'était de faire une recherche sur les impacts ou les effets de la COVID-19 sur la vaccination de routine, mais on ne peut pas alimenter cette question ou bien on ne peut pas aller sur le terrain ou bien encore on ne saurait analyser nos données si on ne le met pas dans un cadre conceptuel finalement de dire on va partir sur les concepts d'acceptabilité vaccinale qui va nous permettre en fait de ranger toutes ces données qu'on aura dans ce champ-là, mais aussi dans le cadre d'hésitation vaccinale. Et ça, c'était, comme Dr. Khoudia le dit souvent, nos armes en fait pour faire en fait le travail d'analyse qui nous attend à la fin en fait de la collecte de terrain. Donc l'étude, il faut bien le souscrire ou bien le construire à partir en fait d'un concept de base qui va te permettre en fait qui va te permettre finalement d'analyser les données que tu vas avoir sur le terrain. Donc l'idée c'est vraiment de garder en tête la théorie. Les théories, c'est comme des lumières en fait, c'est comme des lampes torches qui vont vous permettre d'éclairer vos données de terrain et de vous orienter déjà où est-ce que vous allez aller. Et puis ensuite, quand vous allez aller là-bas, eh ben, ça pose la lumière en vous permettant de retrouver le sens de pourquoi, de comment, de où, et toujours se garder en tête. Il faut toujours garder en tête qu'est-ce que je cherche. Et ça, c'est un élément important de cohérence. Toujours garder qu'est-ce que je cherche. J'ai des cadres théoriques, mais moi, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que mon cadre théorique me permet de répondre à cette question? Je pense qu'à chaque instant, dans votre travail, vous devez vous poser des questions. Et quand vous posez cette question-là, tout simplement, c'est-à-dire, est-ce que la donnée que j'ai me permet de répondre à la question? Est-ce que la théorie que je mobilise, est-ce qu'elle me permet de répondre à cette question? C'est cet exercice itératif d'aller-retour entre la théorie, la pratique et votre terrain et qui vous permet finalement de sortir et d'analyser vos terrains. Merci à vous. Merci Dr Khoudia, merci Delphine. Le temps passe vite. Je vous remercie encore une fois pour cette belle présentation. Je remercie les participants aussi. C'était très fructueux, très riche. Et ça donne de la matière à réfléchir. Je vous remercie encore une fois et j'espère qu'on va se rencontrer dans d'autres webinaires et dans d'autres événements scientifiques. Et donc, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, bye bye. Au revoir. Au revoir à tous. Allez, merci, au revoir.